Bonjour, alors aujourd'hui on va voir le théorème des deux carrés, mais cette fois-ci par les réseaux. On a déjà vu le théorème des deux carrés, en utilisant les structures algébriques et l'anneau des entiers de Gauss. On a aussi vu une méthode qui utilisait l'approximation de Euphentienne et les suites de Farey. On a vu le théorème des quatre carrés par descente de Fermat, donc voilà. Là, on va voir l'utilisation des réseaux. C'est le but inavoué, c'est surtout de voir comment la théorie des réseaux se retrouve en action dans des théorèmes de l'arithmétique, hein, et surtout le volume des mailles fondamentales des réseaux. Voilà, ça c'est quelque chose d'important sur lequel on va insister. On fera des rappels évidemment et des démonstrations, au moins des idées de preuve. Alors donc, voici P congru à 1, donc P est un nombre premier, congru à 1 modulo 4, ça implique que P se décompose en A2 plus B2, ça c'est le théorème des deux carrés. Bon, la réciproque, hein, évidemment, si P se décompose en somme de deux carrés, c'est très facile de voir que P, s'il est impair, alors il est forcément congru à 1 modulo 4, il ne pourrait pas être congru à 3 modulo 4, il suffit de regarder les choses, modulo 4 justement dans Z sur 4Z. Bien, alors maintenant je vais faire un petit rappel. Bon, on sait que quand P est congru à 1 modulo 4, il existe un U que l'on peut choisir entre 0 et P, strictement compris entre les deux, tel que U2, donc U est entier, tel que U2 est congru à moins 1 modulo P. Alors je rappelle, hein, j'avais déjà fait dans une vidéo, que ça peut être démontré vraiment immédiatement avec le théorème de Wilson qui dit que factoriel P-1, que je décompose comme ceci, est congru à moins 1 modulo P. Mais maintenant, quand on regarde U0, c'est ces facteurs-là, d'accord? Eh bien, ici, je vais prendre l'opposé de ce facteur, c'est lui. L'opposé du facteur qui est là, ce sera lui, etc. Jusqu'à l'opposé de lui, c'est 1. J'aurai donc ici U0, et ici U0 fois moins 1 puissance P-1 sur 2 facteurs, puisqu'il y a P-1 sur 2 facteurs, et à chaque fois j'ai pris l'opposé. Mais P est congru à 1 modulo 4, donc P-1 sur 2 est pair, donc ça fait 1, et donc ça va faire que U0 carré est congru à moins 1 modulo P, parce que ça disparaît. Alors maintenant, à partir du moment où on a U0, un U0, on peut toujours le prendre modulo P, et donc le prendre entre 0 et P, et celui-ci, je l'appelle petit u. Voilà. Alors maintenant, on continue. On prend R, alors ça va être ça le réseau, c'est l'ensemble des couples d'entiers, donc on est dans Z2, XY, tel que U, qui a été choisi ici, U fois X est congru à Y modulo P. Eh bien, j'affirme que c'est un sous-groupe de Z2. Oui, bon, ça c'est évident que si c'est stable par somme, c'est une congruence linéaire en quelque sorte, donc c'est stable par somme, et c'est stable par opposé, par multiplication par moins 1, voilà, donc c'est un sous-groupe. Alors, on ne sait pas grand-chose sur les réseaux, a priori il n'y a pas une grosse théorie sur les réseaux, peut-être, en tout cas à la grecque, c'est pas énorme, ce qu'on est censé savoir sur les réseaux, mais sur les espaces vectoriels, on sait des tas de choses. Alors, on n'a qu'à multiplier par Q, c'est-à-dire on regarde QR, c'est l'ensemble des alpha XY, où XY est dans le réseau, et alpha est dans Q. Comme ça, ici, c'est facile de voir que QR, ici, est un espace vectoriel. C'est un sous-espace vectoriel de Q2. Bien. Alors là, on sait des choses. On sait qu'il va exister une base, d'accord, que la dimension va être 0, 1 ou 2. Voilà. Alors, regardons un petit peu des points de R, déjà. On a 0, 0. On a 0P, pour x égale 0 et y égale P, ici. D'accord. Et on a aussi x égale 1 et y égale U. Voilà. Et puis, évidemment, comme c'est stable par addition, on a la somme des deux. Donc on a ici un domaine dont on subodore que ça va être un domaine fondamental. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de point du réseau à l'intérieur de ce domaine. Il est minimal, en quelque sorte. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai écrit pas de point de R intérieur, à part, bien sûr, les sommets, voilà, si c'est intérieur au sens large.
Alors, montrons ça rapidement. Prenons un point qui est intérieur ici. Bah, on va prendre son abscisse. Bah, elle ne peut pas, comme son abscisse est forcément entière, parce que c'est dans Z2, son abscisse est entière. Bah, son abscisse, elle ne peut pas être strictement comprise entre 0 et 1. Donc si c'est 0, si elle est entière, c'est soit 0, soit 1. Si c'est 0, eh bien, on va avoir x égale 0. Donc y est un multiple de p. Bah, entre là et là, il n'y a pas d'autre multiple de p hein, que 0 et p. Donc déjà, si c'est 0, c'est forcément ces deux points-là. Bon, maintenant, si x égale 1, eh bien, si x égale 1, ça veut dire que y égale u plus un multiple de p, bah, ça va être ça ou ça. D'accord? Puisqu'ici, là, on a p. D'accord? Voilà. Donc, bon, bah, finalement, les seuls points intérieurs, c'est justement les sommets, si on dit que c'est intérieur au sens large. Voilà. Alors maintenant, j'affirme qu'à partir du moment où il n'y a pas de point intérieur ici, alors R, c'est le sous-groupe, alors on a vu que c'était un sous-groupe de Z2, mais c'est le sous-groupe de Z2 engendré par 0P et 1U, donc par ces deux vecteurs-là. Alors pourquoi? Donc c'est-à-dire que tout élément de R s'écrit sous la forme alpha fois 0P plus bêta fois 1U avec alpha et bêta dans Z. Alors, on a cette égalité, montrons cette égalité. Dans ce sens-là, c'est évident, hein, puisque R contient ces deux vecteurs et est stable par... voilà, c'est un sous-groupe. Voilà, donc dans ce sens-là, ok. Et dans ce sens-là, donc je suppose que XY est dans R, le couple XY, et je vais démontrer que ça se décompose comme ceci avec alpha bêta dans Z. Mais maintenant, ce que je sais de la Q-forme de R, c'est que ici, j'ai une partie libre là-dedans. Hein, d'accord? Donc ça, c'est dans QR, forcément, et c'est une partie libre à deux éléments. Et comme la dimension d'un sous-espace ici, c'est forcément inférieur ou égal à 2, eh bien, ça va être une base de QR. Bien. Donc, on remercie au passage la théorie des espaces vectoriels, et on peut déjà affirmer que XY qui est dans R, bah forcément il est dans QR, donc il peut se décomposer en fonction de 0P et 1U, mais avec alpha bêta dans Q. Bon, alors maintenant comme alpha bêta sont dans Q, je peux prendre la partie entière et la partie décimale. Donc je décompose alpha en sa partie entière et une partie décimale, et pareil pour bêta. Alors maintenant, bah, regardez, ici, XY est dans R, ça, bah, forcément, d'après l'inclusion inverse ici, c'est dans R aussi, parce que ça, c'est dans Z. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, ça, c'est compris, D de alpha et D de bêta sont compris entre 0 et 1, les deux. Donc ça veut dire que ça, c'est un vecteur qui est dans R, puisque c'est la différence entre deux vecteurs de R. Donc comme R est un sous-groupe, c'est dans R. Et en plus, c'est dans R, mais c'est à l'intérieur, ici, de ce parallélogramme. Donc, on a vu tout à l'heure que c'était forcément les sommets, ce qui veut dire que ça, c'est égal à 0 ou 1, mais bon, ça ne peut pas être égal à 1. Et là, c'est 0 ou 1, ça ne peut pas être égal à 1, parce que c'est des parties entières. Donc ici, c'est 0. Et donc, on va bien avoir que XY se décompose avec des coefficients entiers. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que R est un réseau, c'est-à-dire, vous voyez, on peut imaginer, hein, R, voilà, il va continuer comme ça, c'est pas très joli ce que je fais, mais ici, tac, 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 voilà, hein, on peut le voir, hein, ce réseau, ces points du réseau, d'accord, comme ceci, c'est un maillage, en quelque sorte, de R2. Voilà, on continue. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que si on a un parallélogramme dans R, dont les mailles sont toutes dans R, et si c'est un parallélogramme, donc il est de la forme 0, U, V, U plus V, c'est un parallélogramme dont les mailles sont dans R, et qu'il n'y a pas de point intérieur autre que ces sommets. Bon. Alors on a vu que UV, dans ce cas-là, était une Z-base de R.
peut tout écrire, R, en fonction de U et V, avec des coefficients dans Z. Bien. Maintenant, ce qu'on va voir, et qui est important, très important, fondamental, c'est que deux tels parallélogrammes vont avoir même volume. Bon, là ici on est en dimension 2, donc le volume ça s'appelle une R. Donc voilà. Bon. Alors pourquoi ils ont même R? Ben, si on appelle V le volume de ce parallélogramme, on sait que c'est la valeur absolue du déterminant de UV. Bon. Maintenant, si on a un deuxième parallélogramme avec des primes ici, hein, d'accord, on va supposer qu'on a des primes ici, bon, je vais les mettre, voilà. Alors, on va avoir encore une autre Z-base. Donc on va avoir une matrice de passage P de la première base, de l'ancienne base, vers la nouvelle base, et ça va être des matrices de passage de Z-base. Alors d'une part, on sait par la forme volume, hein, que le volume V', c'est le déterminant de P fois le volume V qui correspondait au premier parallélogramme. Donc le volume du second parallélogramme, c'est le volume du premier fois la valeur absolue de ΔP. Alors je parle de volume géométrique, hein, bien sûr pas de volume algébrique. Et ici, d'autre part, je sais que P est dans GL de 2Z, ce qui veut dire que P c'est une matrice à coefficient dans Z, dont l'inverse est encore à coefficient dans Z. C'est-à-dire qu'on a une matrice de passage inverse, puisque ce sont deux bases, hein, on peut inverser la matrice de passage et ça reste dans Z. Donc en gros, hein, vous avez une matrice, on peut dire P', hein, qui est l'inverse et qui est à coefficient, qui est l'inverse de P, qui est à coefficient dans Z. Donc quand on prend le déterminant, on se rend compte que le déterminant ici ne peut être égal qu'à 1 ou moins 1. Donc en valeur absolue, il est égal à 1, ce qui fait que le volume V' est égal à V. Donc deux tels parallélogrammes ont même volume. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'important, hein, parce qu'on a un invariant. Parce que sur un réseau, c'est un peu comme dans un espace vectoriel, on cherche des invariants, des choses qui ne dépendent pas d'une base. Et bien là, dans les réseaux, ce volume ne dépend pas de la Z-base choisie. Alors ça, c'est quelque chose d'important, hein. Plus on mûrit en mathématiques, plus on se rend compte que les invariants de base, c'est quelque chose qu'il faut bien mettre au chaud, qu'il faut garder sous le coude. Bon, ok. Et là, c'est le volume, donc le volume d'une maille, hein. Donc par exemple, je vous ai dessiné, bon c'est un exemple, hein, une maille, donc ça c'est la maille de Z2, hein, ici, et puis donc le domaine fondamental du réseau, ici, ça va être ce carré, par exemple. Mais maintenant, si on change de base, d'accord, donc ici, on n'a pas de point intérieur, mais ici, si je prends ce parallélogramme, là, ben, j'ai pas de point intérieur non plus. Donc ça veut dire que ici, j'ai 1, 0, et là, j'ai 3, 1. Et bien, là, ça va encore me faire une base, une Z-base, et en fait, vous voyez bien que là, le volume, c'est 1, et là, le volume ici, de ce parallélogramme, c'est aussi 1. Ils ont même volume. Donc voilà, c'était juste pour illustrer ceci. Et maintenant, regardez, je vais trouver une autre Z-base de R. J'en avais trouvé une, d'accord? Et maintenant, je vais en trouver une autre. Pour cela, je vais prendre alpha-bêta, un couple non nul de distance minimale à O. Voilà. Donc on est dans le réseau, on a le point origine 0, 0, O, et j'ai un point A, forcément, puisque le réseau est discret, j'ai un point A qui va être de distance minimale, il n'est pas unique, hein, mais il va être de distance minimale à O, tout en étant différent de O. Donc, ce qui veut dire que ce A qui a pour coordonnée alpha bêta, on va avoir U alpha qui est congru à bêta modulo P, puisque alpha bêta appartient à R, c'est la définition de R. Maintenant, je multiplie par U des deux côtés, ça veut dire que U bêta est congru à moins alpha modulo P, puisque U2 c'est moins 1. Bien. Donc, ce qui veut dire que le point de coordonnées bêta moins alpha est aussi dans R. Donc, lui, je vais l'appeler B. D'accord? Donc, voilà. Et vous voyez bien qu'il a même distance aussi, hein, puisque là, ici, vous avez un angle droit, hein, et ici, vous avez un triangle rectangle et isocèle. Alors, maintenant, j'affirme
que donc là c'est deux points de R, donc je regarde le parallélogramme qui est un carré d'ailleurs, et ce carré, eh bien, j'affirme qu'il n'a pas de point intérieur. Donc ici, pourquoi il n'a pas de point intérieur? Parce que si j'avais un point à l'intérieur, si le point est dans le deuxième triangle là, alors je peux le ramener, ça veut dire que en faisant ça moins ça, d'accord, lui moins lui, je suis dans le réseau, et en fait je suis là, et donc ça veut dire que j'aurai un point dans ce triangle rouge, là, un point du réseau. Mais c'est pas possible, puisque par minimalité, ici, les points du triangle de distance minimale à O, on sait que c'est A et B. Et tous les autres points du triangle, à part O, sont de distance strictement plus petite. Donc par minimalité, les seuls points du réseau qui sont à l'intérieur sont sur les sommets. Donc ce qui veut dire que ici, vous avez une base de R, une Z base de R. Donc ce qui veut dire que le volume ici, qui est l'air du carré, on sait la calculer, eh bien, est la même que l'air qu'on avait tout à l'heure, qui était combien cette R? Eh bien, j'avais comme vecteur 1U et 0P. Je les prends dans ce sens-là pour avoir un déterminant positif, parce que si je les avais pris dans l'autre sens, j'aurais un déterminant négatif, et bon, donc je veux juste éviter de prendre une valeur absolue. Donc ici, j'ai 1U0P, donc l'air du parallélogramme qu'on avait tout à l'heure, c'est P. Et maintenant, la nouvelle R, bah, c'est alpha. Ici, cette distance, c'est racine par Pythagore, c'est racine de alpha 2 plus bêta 2, et là, pareil, hein, puisque c'est un carré, donc c'est racine de alpha 2 plus bêta 2 au carré, donc ce qui veut dire que alpha 2 plus bêta 2, c'est égal à P, et on a démontré notre théorème des deux carrés par les réseaux et par des techniques à la Minkowski. Voilà, je voulais terminer en remerciant Pastix51 pour sa suggestion. C'est lui qui m'a suggéré cette méthode qui est très élégante et qui permet de voir comment ça fonctionne les réseaux avec l'arithmétique.